expérience à moi, je serais tenté de dire un peu des deux. D'abord parce que le véhicule céleste, parce qu'une Merkaba est un véhicule céleste, euh, attend du méditant qu'il baisse son activité neuroélectrique, donc qu'il fasse son exercice de vacuité cérébrale, pour prendre le contrôle de sa psyché, afin de lui faire voir du mieux possible par rapport aux capacités d'un humain, de son cerveau, lui faire appréhender l'environnement de l'astral, du multidimensionnel et de l'infrascopique. Donc je suis tenté de dire que aller à 80% c'est électromagnétique et il va se servir un peu de chimique. À certains niveaux, par exemple, on peut ressentir des odeurs, il y a certaines choses, c'est pas électromagnétique, c'est plus du chimique. Moi, dans certaines phases astrales ou infrascopiques, il y a des odeurs, je sais que c'est pas électromagnétique, c'est plutôt chimique. Des odeurs d'ailleurs que je n'ai jamais senties ici dans notre réalité. Comment est-ce qu'on peut la décrire, la Merkaba? Comment on la voit? Comment on peut la comprendre et voir l'apprivoiser? Alors, d'abord la Merkaba en début d'expérience, on ne la voit pas du tout. Enfin, en ce qui me concerne, moi je ne la vois pas du tout. Dans la phase hypnagogique et dans la phase céleste, je ne la vois pas. Je commence à la voir quand j'accélère dans ce que les gens appellent l'astral. Moi, ce que j'appelle la phase d'accélération. C'est tout ce processus qui va nous conduire jusqu'à la vitesse de la lumière. Justement, il va falloir franchir ce mur de la lumière pour passer en infrascopique, c'est-à-dire dans un univers tactionique. Un univers tactionique qui a été mis en évidence par beaucoup de scientifiques, Jean-Pierre Petit, Régis Dutheil, du CNRS. C'est un univers de l'instantanéité, c'est-à-dire c'est au-delà de la vitesse de la lumière. À partir de là, la Merkaba, moi je l'explique comme ça. J'ai pas la science infuse, je ne suis pas le bon Dieu. C'est avec mon expérience personnelle, avec mes lectures personnelles. Nous sommes une extension biologique de notre véhicule céleste. Notre véhicule céleste est ce que nous sommes réellement. Construit en son barycentre, d'ailleurs pas que nous, les Merkaba entourent tous les êtres vivants de la planète, les insectes, même les végétaux. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'autour des végétaux, la Merkaba ne tourne pas, elle est statique. Chez tous les animaux, elle tourne. On va dire que chez les animaux, elle tourne très lentement. Chez les humains, elle tourne déjà beaucoup plus vite. Elle est contrarotative. Le bas tourne dans un sens, le haut tourne dans un autre sens. Elle est évolutive. Elle n'a jamais la même forme d'une seconde à l'autre. Elle se reconfigure sans arrêt. C'est vivant. C'est éthérique, mais c'est vivant. C'est conscient. Donc il n'y a pas une forme particulière. C'est comme par exemple pour les visages chez les humains. On a tous le même visage, des oreilles, des yeux, le nez, la bouche, et pourtant on est tous différents. On arrive à reconnaître une personne d'une autre. Et chez les Merkaba, c'est pareil. Quand je me retrouve dans l'astral ou dans le monde infrascopique, une multitude de Merkaba qui se rejoignent là-bas, elles sont toutes différentes. C'est le même fonctionnement contrarotatif, c'est le même fonctionnement éthérique, mais c'est pas les mêmes. Elles sont toutes différentes. Je pense que c'est selon la psyché du méditant. Leur propre ADN, comme on pourrait ainsi dire. Ouais. Je pense que c'est ça que les gens prennent pour des extraterrestres quand ils disent je suis allé dans l'astral, j'ai communiqué avec des extraterrestres. Alors fort possible, je sais que c'est possible parce que toutes les galaxies sont habitées. Mais bon, les humains, tu peux te retrouver en phase astrale, être accompagné pour tes pérégrinations, pour aller dans l'inframonde, tu pourrais être accompagné d'une dizaine de Merkaba. Ça peut être 10 Merkaba de méditants humains. C'est pas forcément que tu es accompagné avec des extraterrestres. Alors c'est sûr que ça fait technologique quand tu regardes une Merkaba. D'ailleurs, un des gars qui fait des émissions sur ce sujet l'appelle le costume quantique technologique de l'aura, donc aurique. Ouais, moi je dis plus prosaïquement une Merkaba, j'utilise le terme hébreu, qui veut dire chariot céleste. D'accord, ben justement, enfin, quand on parle en termes spirituels de la Merkaba, quels sont ses points communs avec l'univers multidimensionnel, par exemple? Parce que c'est une question qui a beaucoup de... Alors déjà je pense que
Il y a un terme générique qui est éther. Éthérique, c'est mangé à toutes les sauces en ce moment. Alors, par convention, par consensus, tout le monde dit on parle d'éthérique. En fait, je n'en sais rien, moi, si ça relève de l'éthérique. Ce que je sais, c'est que ceux qui composent la Merkaba, le chariot céleste, est la même puissance que l'on retrouve dans le Brahman, dans la Insof des juifs kabbalistes, dans le Brahman des hindouistes. Ça relève de la même substance. Est-ce que tu peux appeler la source pour ceux qui sont... La source, pour ceux qui l'appellent comme ça, c'est la même substance. Je ne vois pas de différence entre la substance du véhicule céleste et l'endroit où elle nous transporte. C'est fait de la même substance. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle y arrive si facilement à traverser tous les rideaux successifs du céleste, de l'astral et de l'infrascopique. C'est parce qu'elle est faite de cette substance. Elle a tous les badges. Ouais, tous les badges. Ouais. On peut y aller parce qu'elle est composée de cette substance. Et c'est quoi son intention à la Merkaba, son intention première? Par exemple, depuis la création de l'univers, visible et invisible, à nos jours. Est-ce qu'elle est à l'origine de toutes les consciences en chacun, par exemple? Oui, ça je pense que oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'aube des temps, au début de la vie sur la planète, il y a 500 millions d'années, ou je ne sais plus combien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi des Merkabas se sont emparés de la vie sur Terre. Mais je sais que tout ce qui compose nos cellules, la fabrication de nos corps, de tous les animaux, c'est la Merkaba qui s'en occupe. Donc, est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est juste un concours de circonstances entre des forces fondamentales? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Moi, je sens une conscience quand même, puisqu'on peut communiquer avec son véhicule céleste. Je pense qu'il y avait une intention. C'est peut-être une explication quant à la vie, quand on crée la vie. Il y a un enfant qui arrive, tout ça, à un moment donné, on dit il y a l'étincelle, il y a l'âme qui rentre dans l'enfant, tout ça. C'est peut-être la Merkaba. Ça fait partie, c'est ce que moi j'appelle la force vive ou la force vitale. C'est lorsqu'un humain, un homme, entouré déjà de sa Merkaba, rencontre une femme qui elle-même est entourée de son véhicule céleste, qui vont s'accoupler. Au moment où l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, c'est là qu'une Merkaba arrive pour faire la construction. On va dire, c'est elle qui va séparer les cellules, qui va les organiser. Parce que si tu demandes à un biologiste comment ça se passe, il ne sait pas. Oui. Il sait pas. S'il faisait un peu d'astral ou d'infrascopique, il saurait que c'est le véhicule céleste qui se charge de tout. Sinon, les cellules, si tu les laisses comme ça, livrées à elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. C'est une organisation qui est créée par ton véhicule céleste, tout ça. Ouais, mais ça tient debout, hein, de toute manière. C'est logique en plus, hein, tout ça, quand on commence à... bon, après... D'ailleurs, ça fait partie, chez les gars qui s'intéressent à... Je suis désolé, je t'ai coupé. Vas-y. Ça fait partie de ce qu'on appelle la 6e force fondamentale. C'est-à-dire, il y a l'électrique dans l'univers, le magnétique, le nucléaire faible, le nucléaire fort, la gravité et le hak, comme les appelaient les Égyptiens anciens, c'est-à-dire la force vitale. Donc c'est pour les scientifiques, il y a 5 forces fondamentales, et pour les mystiques, il y en a 6. La 6e est issue des véhicules célestes. D'accord, c'est une explication, de toute manière. Comment parle-t-on des Merkaba dans les religions? Alors, elles sont toutes décrites de la même manière. Est-ce qu'elles ont toutes le même but? Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus dans les religions? Est-ce que toutes les religions sont d'accord là-dessus ou il y a d'autres... Bizarrement, toutes les religions sont d'accord là-dessus. Ouais. J'ai fait le cheminement inverse de la plupart des gens. Je ne me suis pas mis, quand j'avais 30 ans, à étudier ce phénomène pour y arriver, quoi. J'ai été confronté au phénomène, moi, au yoga, avec des exercices de contrôle respiratoire. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ma prof de yoga, puis d'autres personnes m'ont dit tu as vu ton vahana, ou ton vimana, c'est des termes en sanskrit, ça veut dire véhicule céleste. Donc c'est consigné dans toutes les religions, même chez les chrétiens, quoi, ça s'appelle tout bêtement le cube céleste. Voilà, tu vas chez les chrétiens, tu vas dans le dernier chapitre des évangiles, ça s'appelle l'Apocalypse.
Saint Jean explique à un moment donné que le but d'un chrétien, c'est d'accéder à la Jérusalem céleste. Le Brahman. Ouais, c'est le Brahman, eux ils l'appellent comme ça. Alors on te décrit un cube dressé sur une pointe dans les évangiles, on te décrit une Merkaba rotative, étincelante de mille feux, de jaspe, de saphir. Voilà, c'était pour décrire un peu. Ils n'avaient pas les mots pour décrire à l'époque, alors ils identifient ça à des gemmes, à des pierres précieuses. Diamants, Ils la décrivent, on va dire, c'est des polyèdres quand ils le décrivent, de plus en plus complexe parce que la Merkaba, en cours de séquence supraconsciente, elle se reconfigure, elle devient de plus en plus complexe. On va dire qu'elle part d'un cube dressé sur une pointe, puis au fur et à mesure que tu rentres dans ta méditation, pour ceux qui ont la chance de percevoir leur véhicule céleste, il devient de plus en plus complexe. Ça passe d'un dodécaèdre à un icosaèdre, etc. Puis il y a de plus en plus de facettes. À la fin, tu as l'impression d'être dans un diamant. D'ailleurs, chez les Tibétains, ça s'appelle un Vajra Dorje, qui veut dire le diamant du lotus. C'est beaucoup de mystiques l'appellent le diamant complètement. Après, bon, alors je vais te faire un petit parcours des religions. Alors chez les juifs, surtout chez les juifs kabbalistes, les juifs zoharistes, ils appellent ça la Merkaba. Alors la Merkaba, c'est un mot, les Hébreux l'ont emprunté aux Égyptiens anciens. Il y a 2 orthographes là-dessus, j'ai vu sur Merkaba. Ouais, il y en a plusieurs, il y en a une avec un H à la fin, peu importe, ça parle toujours de la même truc, du même phénomène. C'est juste une question d'orthographe. À la base, c'est pas les Hébreux que ce mot n'est pas hébreu. Si tu t'intéresses un peu à la linguistique, tu vas voir que Merkaba, en Égypte ancienne, le K, ça peut s'apparenter à... C'est pas pareil, hein, c'est pas le même concept, je vais vulgariser un peu, ça peut s'apparenter à l'âme. Le Ba, qui est représenté par un hiéroglyphe, un petit oiseau à tête humaine, ça peut s'apparenter à l'esprit. Donc Kaaba, qui va donner la Kaaba chez les musulmans, on va dire que c'est la fusion qui va donner le Hak, la force vitale, qui est l'union de l'âme et de l'esprit. Et puis Meureux, les 2 syllabes qui sont contractées, qui font mer, qui veut dire pyramide énergétique. Donc si on met tout bout à bout, c'est la pyramide énergétique de l'esprit et de l'âme. Les juifs kabbalistes l'ont contracté, de Merkaba ils en ont fait un seul mot qui veut dire chariot céleste. Chez les bouddhistes ça s'appelle Vahana, c'est exactement pareil. Chez les hindouistes ça s'appelle Vimana, c'est exactement pareil. Chez les chrétiens ça s'appelle cube céleste, c'est exactement pareil. On parle toujours du même phénomène. Donc oui, toutes les religions traitent de ce phénomène. D'ailleurs, c'est le but ultime de chaque religion, c'est de retourner vers son créateur. On explique c'est des modes d'emploi, on explique comment aller communier de son vivant avec son créateur pour que, une fois que la mort arrive, de ne pas être désorienté, de se dire voilà, je suis entouré de mon véhicule céleste, mon Ka et mon Ba ont fusionné, sont redevenus Hak de la force vitale et je retourne vers mon créateur. Est-ce qu'on doit absolument voir et même interagir avec sa Merkaba en mode supraconscience? Est-ce qu'on doit absolument... Non, c'est pas obligatoire. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui font de l'astral, qui ne mentent pas, qui vont dans l'astral, parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Donc ils donnent tous les éléments d'une phase astrale, et même parfois d'une phase infrascopique, parce que franchissent l'inframonde. Ils ne mentent pas, mais bizarrement, certains arrivent à voir leur véhicule céleste, d'autres pas. Je fais partie de ceux qui ont la chance de voir leur véhicule céleste. Mais ça n'enlève rien aux expériences de ceux qui ne la voient pas. Je ne sais pas pourquoi certains n'arrivent pas à la visualiser. Ben, ils n'en sont pas au courant peut-être, donc ils ne cherchent pas à la voir ou ils prennent ça pour autre chose, du tourbillon ou je sais pas. Ou... Alors oui, alors par contre, voilà, il y a un monsieur qui est en ce moment reconnu par la science, qui s'appelle Nicolas Fraisse, je le cite parce que j'aime bien ce qu'il fait. Il fait partie des gens qui vont dans l'astral, qui font des apparitions furtives aussi dans le monde infrascopique, qui voient leur Merkaba mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une Merkaba. C'est-à-dire ce monsieur Nicolas Fraisse, quand je visionne ses vidéos, quand il explique que quand il va dans l'astral, il y a tout un tas de tourbillons autour de lui lumineux, qui voit des formes comme ça, eh ben, c'est juste que ce monsieur il n'est pas informé que ça s'appelle un véhicule céleste et que il a la chance de faire partie de ceux à qui le véhicule céleste apparaît.
Donc au lieu qu'ils prennent beaucoup de mots pour expliquer tourbillon électromagnétique, lumière, il dit véhicule céleste, ça va plus vite. En fait, quand on commence à faire ces expériences, tout ça, je pense qu'il vaut mieux commencer à chercher des bons termes et apprendre un peu là-dedans, quoi, pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir en parler avec les termes qu'il faut, adéquats, quoi. Sinon, c'est toujours flou, c'est toujours des... C'est une question de cloisonnage. C'est-à-dire que c'est un peu le défaut de l'être humain. Certains s'intéressent à cette discipline, n'ont aucune connaissance religieuse. Ils sont axés uniquement, par exemple, sur l'ésotérisme. Alors ils vont aller chercher des réponses sur les médiums, les reiki, des gens comme ça. D'autres sont... Ils en trouvent des réponses, quand même? Ouais, parce qu'il y en a qui sont pas mauvais, c'est des intuitifs, c'est ce que moi j'appelle les intuitifs. Moi je leur ai jamais cassé du sucre sur le dos, contrairement à certains qui s'amusent à me critiquer depuis quelques temps. Moi je dis c'est bien comment ils font, ça marche aussi à l'intuition. Après il y a ceux qui sont uniquement axés sur la science, qui vont chercher des réponses dans l'astrophysique. Après il y a ceux qui sont uniquement intéressés par les réponses qu'ils vont trouver dans la religion. C'est bien aussi parce qu'ils les trouveront les réponses. Toutes les religions de la planète traitent du phénomène. Et puis je pense que le mieux c'est d'aller chercher des réponses un petit peu partout. Et puis après on se fait son lexique, on comprend mieux le phénomène, on arrive à le faire durer plus longtemps. Parce que je vois que certains sont très contents quand ils arrivent à passer 10, 15, 20 secondes en astral. Il faudrait leur expliquer qu'ils pourraient rester beaucoup plus longtemps s'ils savaient comment ça fonctionne au niveau physiologique, au niveau cérébral et même au niveau spirituel. Il y a une communion à opérer avec notre Créateur. Voilà, il faut aller un peu puiser un peu dans tous ces domaines pour avoir des connaissances complètes. Et encore, je pense qu'on sera à 0,0001% de la vérité ultime. Personne n'a la réponse sur la planète. Je pense que même des gens comme Bouddha ou des gens comme Nagarjuna n'ont jamais eu toutes les réponses qui s'opposaient. Je pense qu'il y a des choses. La grande révélation aura lieu au moment de la mort, je pense. Parce que j'en suis à 15 ans d'astral et d'infrascopique. Là, je te garantis que, à la limite, au plus les années passent, au plus j'ai des questions. Ça ne répond pas à mes questions, ça en ouvre des nouvelles à chaque fois. Donc c'est une quête sans fin, je pense. Ouais, je me doute. Ouais, alors après, tous ceux qui font des voyages astro, est-ce qu'ils sont conscients d'avoir une Merkaba? Tu l'as dit tout à l'heure, non, pas forcément. Non, pas forcément. Est-ce qu'ils font, ou alors ils arrivent à... Ils décrivent le phénomène, comme on disait, avec des tourbillons, des trucs comme ça, quoi, des tourbillons de couleurs. Là, c'est la contrarotation. C'est-à-dire, M. Fraisse, quand il dit qu'il y a des tourbillons qui s'organisent autour de lui, lumineux, c'est tout simplement la contrarotation de son véhicule céleste. Comme il est bipolarisé, il y a une charge négative, une charge positive, forcément, comme on parle de forces électromagnétiques qui font partie des forces fondamentales qui régissent l'univers, ça s'organise mathématiquement, quoi. Ça tourne, c'est contrarotatif. Alors Monsieur Fraisse, si un jour j'ai l'occasion de discuter avec lui, je lui expliquerai que tout ce qu'il décrit mot par mot, alors lui il a tout cartographié, hein. C'est juste qu'il est en train de faire connaissance avec sa Merkaba. Ouais, d'accord. Du coup ça l'aidera, il trouvera des réponses et il pourra peut-être aller plus loin. Il n'est pas allé chercher les réponses encore dans la religion, sinon il saurait que ça s'appelle un Bahana, un Vimana, une Merkaba. Je pense qu'il est lui focalisé sur la science. Ouais. La religion, on sait très peu, on prend ça pour du dogme à 100%, moi je pense que c'est dogmatique, hein, à 80%, mais s'il y a toutes les réponses dans toutes les religions dans le sujet de la supraconscience, c'est que quelque part il y avait des gens qui avaient fait des expériences et qui les ont relatées, qui ont établi des trucs comme ça, et qui savaient de quoi ils parlaient, quoi. Dans toutes les religions de toute manière. C'est les patriarches. C'est les patriarches, voilà. Ou certains prophètes, j'imagine, hein, je sais pas. J'imagine que. Par exemple, dans la Bible, un prophète, Ézéchiel, si tu prends la Bible, l'Ancien Testament, c'est pas les évangiles, hein. Tu vas dans l'Ancien Testament, tu vas à Ézéchiel, et puis le monsieur, il t'explique avec ses mots de l'époque, c'est-à-dire, faut pas t'attendre à des mots comme éthérique ou électromagnétique. Il ne savait pas qu'est-ce que c'était le monsieur. Alors il parle de roues qui tournent dans un sens, puis de roues de chariot qui tournent dans un autre.
Il va t'expliquer avec ses mots à lui, flamboyant comme une pierre précieuse, une lumière très vive. Alors quand tu mets tout bout à bout, ben, si tu as la chance de faire des phases supraconscientes et que tu connais parfaitement le fonctionnement de ton véhicule céleste, quand tu lis Ézéchiel, eh ben, tu te dis, ben, ce monsieur, c'est vrai qu'à cette époque-là, il a fait partie de ceux qui avaient la chance de faire des voyages astrales. Ouais. Et ouais, c'est quand même une chance. Hein. Bon, après, donne-moi des synonymes de Merkaba. Ben, tu l'as dit, on l'a déjà dit, parce qu'on prépare des questions, mais en fait, on embraye. Et, voilà, t'as Merkaba, t'as chariot céleste, cube céleste. Ouais, tu peux l'appeler de plein de façons différentes. Toutes les religions lui ont donné un nom. Voilà, en français, si tu veux traduire Merkaba de l'hébreu, ça veut dire véhicule céleste, tout bêtement. Tu peux même l'appeler au quotidien véhicule céleste. C'est beaucoup plus facile à comprendre que Merkaba ou Vimana ou Vahana. Si le gars ne connaît pas le sanskrit ou l'hébreu, il ne va pas savoir de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Et toi, tu dis que les Merkaba, elles créent les êtres humains, oui, tout ça. Mais alors, la Merkaba, elle vient d'où? Qui a créé la Merkaba? Ah, là, on passe carrément dans le mystique, dans le religieux. Moi, je pense que c'est Dieu, tout simplement. Je vois personne d'autre capable de créer quelque chose qui donne la vie, qui te maintient en vie, parce que le véhicule céleste te donne la vie. Il t'accompagne pendant 70-80 ans, le temps de ton passage sur Terre. Quand tu meurs, ta carcasse biologique, on n'en parle plus. Ta Merkaba retourne avec ton hak, avec la fusion de ton esprit et de ton âme, elle retourne à la source, ce que tu appelles la source, donc dans le monde infrascopique, le monde tactonique. Elle se ressource dans la substance moi je dis que c'est Dieu. Tu vois personne d'autre. De toute façon, les religions, eux, à chaque fois qu'ils parlent de ça, l'Ain Sof, c'est lié à Dieu. Par exemple, le Brahman chez les Juifs, ça s'appelle l'Ain Sof Haor. C'est l'émanation de la substance de Dieu. Ce qui se passe, c'est l'émanation de la substance de Tartampion. On parle tous du même personnage, enfin, pardon. On parle même du même concept, c'est Dieu. Moi, je pense que c'est quelque chose, une structure qui arrive à donner la vie, à maintenir en vie, à recréer la vie, parce que c'est éternel, c'est une histoire sans fin. Hein. La métempsychose, ça ne s'arrête jamais. Les Merkabas sont programmés pour créer la vie indéfiniment. À part Dieu, tu connais quelqu'un qui sait faire ça? Non, justement, moi je dis ça comme on a échangé là, hier par Facebook. On disait que, enfin, moi je disais qu'il y avait toujours une intention créatrice originelle, positive, parce que par rapport à ce que dit dans le livre, moi j'ai lu Écartolé, tout ça, Wayne Dyer, tout ça, ils disent que de toute manière, rien ne peut se créer, on ne peut rien soustraire au néant. Le néant, c'est néant, si tu enlèves au néant, il ne se passe rien. Par contre, avec une intention positive créatrice, tout peut se créer. Et donc, moi je pense que Dieu, c'est l'intention originelle créatrice. Donc à partir de là, tout se crée dans la matière, tout se crée dans l'univers à partir de cette intention-là. Et donc tout se crée, et cette intention-là, c'est l'intention divine. Voilà. Comme tu dis, on est d'accord là-dessus quelque part. Hein, parce que, voilà. Après, tu l'exprimes beaucoup mieux que moi, parce que moi, ce que tu viens de dire, j'aurais été incapable de le sortir. Chacun ses mots, hein, c'est sûr, mais bon, après... alors, c'est pas parce que je parle de l'hindouisme ou du bouddhisme que je suis hindouiste ou bouddhiste. Mon aspiration est taoïste. Et dans le Tao, chez les taoïstes, on parle de force fondamentale, on parle d'énergie subtile, de tout ce que tu veux, mais c'est jamais cité Dieu. Par exemple, la fusion du yin et du yang, de la polarité négative et de la polarité positive, ça donne le taiji, ça s'appelle le fait suprême, ça s'appelle la réalité ultime. Ils ne parlent pas de Dieu, eux ils parlent d'échange. Ils pensent que le taiji est une force semi-consciente qui dispense la vie, mais c'est presque comme si c'était accidentel pour eux. C'est comme ça, c'est des forces qui se rencontrent. Ça pour moi c'est pas possible. Je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort. Je dis qu'ils ont la pudeur de ne pas donner des réponses sans le savoir. C'est une forme de pudeur. On ne peut pas savoir. Moi je pense que sur la planète, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me dit vraiment comment ça se passe, et je pense qu'il n'y en a pas.
Alors, les taoïstes, pour éviter de dire des bêtises, ils restent pudiques. Ouais, Ils disent on parle de force fondamentale, on verra après quand on sera mort. Si on passe devant notre créateur, il nous expliquera ça un petit peu mieux. Moi, je pense que c'est juste une question de pudeur. C'est Mhm. pour pas dire des bêtises. Mhm. Parce que Après, comme on n'en sait rien, on peut dire tout et rien. ah ouais, c'est sûr. Mais après, quand même, on est conscient que pour que ce soit fortuit, c'est quand même une chance sur. Il paraît que si on change juste un chiffre à la décimale du nombre d'or ou je sais pas quoi, rien n'existe, quoi. Je veux dire, tout est étalonné parfaitement. Mais tu sais que ça, c'est un des grands mystères de l'univers. Si tu demandes à un astrophysicien le monde, l'univers et tout, euh, pour un astrophysicien, c'est l'équation de tout et du néant. Ben, normalement, on ne devrait pas avoir de réalité. C'est-à-dire que les astrophysiciens se demandent pourquoi il y a une réalité. Pourquoi il n'y a pas rien, que dalle. Donc celui qui arrive à répondre à des questions comme ça, ben, je dis il est balèze parce que personne sur la planète le sait. Et même des gars qui font de l'astral ou de l'infrascopique, au contraire, moi je pense que ça ouvre encore plus de questions. Oui, c'est sûr. Après, la réalité, c'est toujours pareil. Moi, je pense que la réalité, enfin, moi j'aurais peut-être pas une réponse, mais une réflexion, c'est que en fait, depuis que tu es petit, tu emmagasines des images, des situations, tout ça. Donc, tu as tout dans ton cerveau. Et après, tu reprojettes ce que tu as dans ton cerveau à l'extérieur et c'est ça que tu prends pour la réalité. La preuve, c'est que quand tu regardes au microscope électronique et tu descends dans l'infiniment petit, tu reconnais plus rien en fait, puisque tu l'as jamais vu. Donc c'est une drôle de réalité quoi, dans ces cas-là. Tu reconnais plus rien de ce qui est autour quoi. Tandis que toute ta réalité, tu la reconnais parce que justement, depuis tout petit, tu l'as apprise. Et donc tu la projettes à l'extérieur. Moi je pense moi je pense à ça. Peut-être que je peux me tromper, je sais pas, hein, mais bon. J'ai appris à devenir prudent. Oui, oui. Quand je parle de tout ça, j'ai appris à devenir prudent parce que moi je ne sais pas les réponses. Et je sais pas qui Personne peut les les a de avoir. toute manière. Je sais pas. Je peux pas te dire. Euh, je me suis aperçu que quand je faisais des séquences supraconscientes, si je me pose trop de questions avant ma séance de méditation, c'est là que je foire le plus mes séquences supraconscientes. Si j'y vais en contemplatif, sans poser des questions, c'est là que j'ai les meilleures phases supraconscientes. Alors j'ai appris à me détacher même de mes questions. Ben oui, mais tu as raison. En plus, ça peut s'appliquer au monde physique et réel. De toute manière, c'est comme quand on apprend quelque chose. Si on l'apprend, c'est pas forcé, on apprend d'une manière comme ça reste à vie dans le cerveau. Tandis que si on se force à l'apprendre, dans ces cas-là, ben, c'est compliqué. Des fois, on ne le retient pas, des fois, ça rentre pas, des fois. Donc, ouais, tout est en relation de toute manière. Hein. La base de toute façon de la supraconscience, c'est la vacuité cérébrale. C'est l'art et la manière de descendre le plus possible ton activité neuroélectrique, au moins pour franchir le cap des 11 Hz, pour rentrer vraiment dans le phénomène, c'est en dessous de 11 Hz. Ben, la vacuité cérébrale, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est ne pense à rien. La moindre pensée parasite va te foirer ton expérience. J'ai appris à me débarrasser de toutes les questions. Je vis ma séquence supraconsciente. C'est comme ça. Si tu te poses trop de questions, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que certaines personnes n'y arrivent pas. C'est à force ils croulent sous une avalanche de questions existentielles, scientifiques. Ces gens se mettent en Padmasana, ils se mettent en lotus, ils veulent méditer, mais ils sont tellement assaillis de questions qu'ils n'y arrivent pas. Il faut apprendre ça s'appelle chez les zénistes l'engluage verbal. Il faut apprendre à se débarrasser de l'engluage verbal qui pollue le cerveau. Le monologue intérieur qui est tout le temps une questionnement perpétuel. Il y en a qui appellent ça le mental, point de marque. Hein, le mental qui est là, qui rationalise. Le mental, il a un défaut, il n'arrive pas à se recentrer. Le mental n'arrive pas, certains y arrivent. Il a du mal à se concentrer sur l'instant présent. Voilà, le mental, il est toujours en train de se projeter dans ce qu'il doit faire et de penser à ce qu'il a fait. C'est les projets et les souvenirs. Les projets et les souvenirs. Ça, on ne vit jamais dans l'instant présent. C'est ce que dit Eckhart Tolle. Moi, j'ai écouté un livre audio Eckhart Tolle. C'est vraiment très très bien là-dessus. Ça part tout du moment présent. Hein. Si on arrive à être au moment présent, il se passe des choses. Quoi. Voilà, on comprend plein de choses, on ressent plein de choses. Et voilà.
Quand tu arrives à te recentrer, c'est déjà pas mal. Tu commences un peu à être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. C'est comme si tu te regardais face à face dans le miroir à un moment donné. Là, tu es prédisposé pour entrer dans une phase hypnagogique. Tu vas commencer à descendre ton activité neuroélectrique doucement, tu vas penser à un principe abstrait, le temps, ou l'infini, ou Dieu, ou ce que tu as envie, mais quelque chose un peu transcendantal comme ça. Et doucement, 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 tu fais encore. Il faut que cette pensée unique à la fin que tu gardes, il faut que tu l'évapores aussi petit à petit. Et là, c'est compliqué de penser au temps. Comment tu penses ben justement, l'infini, comment tu arrives à penser à l'infini? Ben, tu penses par exemple, je m'intéresse à des émissions scientifiques, on te dit le temps a démarré avec le Big Bang. Ah, ça te génère pas une question de te dire ah bon, il n'y avait pas de temps avant? Ils disent après, il y a le Big Bang, paf, et tout se déploie. Mais se déploie dans quoi? Autour de quoi? Dans quoi? C'est ça que je comprends pas. Autour du Big Bang, c'est quoi? Je veux dire, avant le Big Bang, il y avait cet instant moins 1843, l'instant Planck. Mais avant ça, c'était dans quoi ça? Ben, c'est justement les astrophysiciens sur quoi ils butent en ce moment. C'est que, en fait, pour éluder la question que tu te poses, ils disent qu'on est peut-être dans un multivers, qu'on est la conséquence d'autres univers qui nous ont précédés. Donc, en fait, ils noient le poisson. Parce que c'est une question, en fait, à laquelle tu poses, ils en savent que dalle. Philippe Guillemont, qui est un directeur de recherche au CNRS, je le cite aussi parce que c'est quelqu'un comme ça, avec une pensée ésotérique et un monsieur très intéressant. Lui fait partie des gens, et puis c'est en train un peu de se démocratiser chez tous les scientifiques. Je pense qu'on est dans un univers holographique. C'est-à-dire que tout ce qu'on. Ouais, ils pensent qu'on est. Par exemple, il y en a d'autres qui disent qu'on est dans un trou noir et que tout ce qu'on pense pour la réalité est dans la membrane du trou noir et que c'est une projection holographique, l'univers est une projection holographique. Tout se passe comme si on était des petites entités comme des atomes. On était branchés avec la membrane du trou noir qui nous fait croire qu'on a 3 dimensions, qu'on ressent la matière, qu'on ressent la douleur, qu'on ressent le plaisir, alors qu'en fait on est juste un petit élément sur la membrane d'un trou noir et qui fait une projection holographique. Donc qui a tort, qui a raison, il y a 1001 thèses qui sont apparues depuis une quinzaine d'années, je ne sais pas. Si tu les lis toutes, à la fin, tu en perds ton latin. Ben oui, tu as un brevet de connaissances, mais finalement, tu en sors quoi de ça? Ben rien. Ouais, t'as rien quoi. Donc... Ben, moi, ce que j'en ressors, c'est fais la vacuité, arrête de penser, et va méditer, et fais ta communion dans la Insof Aor, dans le Brahman, et il faut arrêter de penser. Garde-t-on notre capacité à choisir lorsque l'on passe dans l'astral? Et est-ce que la phase hypnagogique vient seulement de notre cerveau ou est-ce un plan différent où il y aurait d'autres choses, esprits, entités, autres, qui pourraient se manifester? C'est une question de Max P199. Alors qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, le monsieur, je suis content de voir qu'il y a quand même des personnes en France qui connaissent les phases hypnagogiques. Et ça me fait plaisir, parce qu'il y a beaucoup qui l'ignorent. La phase hypnagogique, c'est la phase qui précède l'astral et le céleste. C'est la phase de rêve contrôlé. Certains, quand ils arrivent en phase hypnagogique, qui dure 2 minutes et demie, 3 minutes, pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Ils pensent qu'ils sont arrivés dans l'astral ou dans le monde infrascopique, ou parce qu'ils volent, parce qu'ils arrivent un peu à reconfigurer leur environnement autour. Alors la phase hypnagogique, certains, par exemple, disent ah ouais mais moi je suis passé au-dessus de ma maison, j'ai survolé mon quartier. Alors en fait il n'a rien fait du tout, on appelle ça des réminiscences. C'est son véhicule céleste quand il commence à voir que son méditant, sa carcasse biologique qu'il a créée, est en train de se mettre en syntonisation, c'est-à-dire en résonance avec son véhicule céleste. Et bien là, comme toutes les Merkabas sont interconnectées, il va choper des souvenirs d'autres méditants ou de voyageurs astrales, ou même de sa propre Merkaba qui connaît parfaitement son environnement. Elle sait ce qui se passe au-dessus des toits, elle sait ce qui se passe dans tout l'environnement du méditant. Et lui, en phase hypnagogique, il va penser que c'est lui qui s'est élevé au-dessus de son quartier, que c'est lui qui est en train de se balader au-dessus de son quartier. Non, c'est juste sa Merkaba qui lui envoie des informations parce qu'il commence à rentrer en résonance. Donc, il
faut pas trop faire attention à cette phase-là, parce que il y en a qui, c'est la phase où tu vois des défunts, c'est la phase où tu te balades à 50 mètres au-dessus de ta ville. C'est pas toi qui le fais, c'est des réminiscences. Ta Merkaba elle commence à se mettre en résonance avec toi, elle t'envoie des images, des sensations. Le vrai phénomène commence dans la phase d'accélération astrale. Le vrai phénomène, là où tu commences vraiment, on peut dire, l'expérience débute, c'est à partir de l'astral. Où tu te sors de ton corps vraiment, quoi, où ta conscience en va. C'est ça? Ah, même pas, c'est pas toi, ce qu'ils appellent les décorporations, je veux bien, la décorporation, ça ferait, comme on te le décrit même sur des schémas, on dirait qu'il y a un corps éthérique qui se dédouble avec une tête, un tronc, des jambes, un bras, ça se passe pas comme ça. En fait, la Merkaba, elle récupère juste une partie de ton hak, de ton esprit et de ton âme, et c'est elle qui va faire un voyage avec un passager clandestin à bord, c'est ton hak, parce que toi, tu es conscient quelque part. Ouais, c'est compliqué. J'arrive pas à le cerner. Une partie de ta conscience, du moins, puisque quand tu les Égyptiens anciens disaient qu'on avait 9 constituants de l'âme. Il y a le bas et le ka, ils disaient ça forme le hak, la force vitale. D'autres religions vont l'évoquer d'une autre manière. Personne n'a trouvé vraiment la réponse. C'est chacun à chaque fois des hypothèses. Même moi qui fais de l'astral, je ne peux pas te dire exactement qu'est-ce qui est pris dans notre âme ou dans notre esprit pour aller balader, parce que nous on va nulle part, le corps il reste là où il est. Oui, le corps reste là. C'est ton véhicule céleste qui se transporte quelque part, qui te fait visualiser des choses, mais ton corps il reste là. Et t'as pas un double éthérique comme ils ont l'air de penser qui s'en va. Ils appellent ça le corps énergétique, le corps éthérique, mais ça n'existe pas ça, puisque soi-disant il y a plein de corps, quoi. T'as le corps astral, le corps éthérique, le corps bouddhique, le corps. Enfin, dans cette discipline, du moins, qu'ils ont l'air de. C'est pareil, c'est le même. On revient encore au même problème que les gars qui voient ou qui ne voient pas leur véhicule céleste. J'ai l'impression que l'expérience, selon le niveau de conscience du méditant, elle peut être un peu différente. Et j'ai l'impression que quand même chaque religion l'a mis un peu à sa sauce culturelle. Je peux pas te dire qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, je sais pas. J'ai étudié la Kabbale juive, ils ont leur point de vue. J'ai étudié l'hindouisme sans être un hindouiste et sans être un juif kabbaliste. C'est-à-dire, j'ai pas le niveau d'un juif kabbaliste. Quand tu fais comme moi, que tu touches un peu à toutes les religions, tu n'es pas spécialisé dans une. Je suis un menteur si je te dis que je suis un spécialiste de l'hindouisme ou de la Kabbale juive, c'est faux. Mais j'ai goûté un peu à tous les fruits du jardin. Je ne peux pas te dire qu'il y en a un qui a tort ou qui a raison, je sais pas, chacun y a mis sa sensibilité. Personne n'a la réponse. Je serais vraiment surpris que quelqu'un vienne et qui me cartographie tout le phénomène en me disant voilà, vous vous trompez tous, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas. Personne n'a la réponse. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette discipline exactement, là où ces gens-là décrivent qu'il y a, comme je te dis, il y a plusieurs corps. Dans l'acupuncture, ils se servent du corps éthérique, justement, du corps des énergies pour faire leur truc. Je ne sais pas. Je peux te dire qu'en début de phase astrale, j'ai encore conscience de mon corps dans ma décorporation. C'est furtif. J'ai l'impression de me voir rempli de cosmos. C'est très bizarre, mais chaque fois ça me fait ça. Je vois le contour de ma silhouette. Eh ben, il est constitué de cosmos. C'est très curieux à expliquer. Et les facettes, au plus elles se visualisent mon véhicule céleste, les facettes sont faites en cosmos. Ça me renvoie des images du cosmos. Donc ça c'est furtif, ça dure pas longtemps. Après, tu n'as plus conscience de ton corps. C'est-à-dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent tous ces corps, etc. Moi j'ai l'impression que je suis une bille, un atome, et que j'ai une vision périphérique globale. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais une sphère avec des yeux un peu de partout. Je n'ai plus conscience, je ne vois plus mon corps, ni mes jambes, ni quoi que ce soit. Je ne vois que mon enveloppe merkabique, et c'est elle qui se déplace, j'ai l'impression. Tu ne choisis pas où tu vas en fait, c'est elle qui décide. Quand tu es en phase hypnagogique, tu choisis. Si tu as envie d'aller balader, comme toutes les merkabas sont interconnectées, ton véhicule céleste va pas t'écouter, mais selon ta sensibilité, il va te faire plaisir, il va t'amener là où tu as envie d'aller. Si tu penses au Pharaon, tu vas te retrouver en haut du mont Pharaon. Si tu penses au port, tu vas te retrouver sur le port. Si tu as envie d'aller à Manosque, tu vas te retrouver à Manosque, très rapidement en plus. Mais c'est court la phase hypnagogique.
Après, non, après tu contrôles rien. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je contrôle rien. C'est une phase d'accélération. Ton véhicule céleste te demande juste de baisser le plus possible ton activité neuroélectrique pour prendre le contrôle de ton cerveau comme un relais biologique. Il se sert de ça comme un relais biologique. C'est là qu'il va capturer une partie de ton esprit, une partie de ta conscience, et qui va te faire aller dans l'infrascopique ou dans l'astral. Je le ressens comme ça. Mhm. D'autres écoles spirituelles le ressentent comme moi. Mhm. Ouais, parce que en fait, quand on écoute d'autres éveilleurs ou des gens qui ont fait des expériences, alors comme il y en a un qui s'appelle Francis Bourcher, je ne sais pas si tu connais, il est d'ici, il est de la Ciotat, je crois. Il raconte toutes ses expériences spirituelles comme ça, les corporations, et lui il parle vraiment de corps éthérique, le plan éthérique, après de corps astral, il raconte tout ce qu'il a vécu. Et puis il y en a d'autres. Et puis après il dit qu'il a mis un vocabulaire là-dessus, et justement il parlait plus de corps, comme une poupée russe, tu sais, il y a plusieurs corps à l'intérieur de Ça, notre j'arrive à le corps. comprendre. Voilà, ben, c'est Ça, une poupée russe. Et ça, j'arrive à le comprendre. plus tu vas dans des sphères vibratoires très très hautes, plus tu te sers d'un corps ou d'un autre. Voilà, jusqu'au corps bouddhique, où ça, je pense que c'est quand tu arrives à l'Insoft, tu as le corps bouddhique, c'est là tu es enveloppé, il dit l'amour, l'inconditionnel, tout ça. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs vocabulaires et plusieurs manières de décrire les choses et plusieurs disciplines. Toi, tu trouves ça dans les religions et dans la science, oui, tu trouves ça dans l'ésotérisme peut-être. Je vais te passer d'une extrême à l'autre. Alors, pour décrire les gradients, les taoïstes, il y en a trois. On parle de trois creusets. Le creuset énergétique du bassin instinctif, le creuset énergétique de la cage thoracique, qui est émotionnel, là où il y a le cœur, le creuset de la boîte crânienne, l'analytique, et un troisième creuset en dessus de la tête qui est le creuset éthérique. Donc ça fait trois plans dans notre réalité, un plan éthérique. On va passer aux juifs kabbalistes, il y en a 11. Il y a 11 gradients. Ça parle de Malkout, Aketer, tu passes par Yesod, Geburah. Bon. Qui a raison, qui a tort? Je pense que c'est juste une question de sensibilité. Certains arrivent à voir à chaque fois des gradients, ils ont une sensibilité un petit peu plus affûtée. D'autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins affûtés, ça veut dire qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils regroupent tout, ils disent voilà, on va passer, on passe comme ça, comme ça, comme ça, on va en mettre trois, on ne va pas se compliquer la vie. Qui a tort, qui a raison, je ne sais pas. Ce monsieur qui parle de matrioshka, de poupées rentrer les unes dans les autres, si c'est sa sensibilité, s'il ressent comme les juifs kabbalistes 11 gradients, pourquoi pas. Moi je fais partie Je crois qu'il en parle de 7, il parle de 7 plans. Ouais, les taoïstes, ils parlent de trois plans dans notre réalité. Un plan éthérique, il faut conditionner ton ki dans le bassin, le faire monter dans la cage thoracique, le faire monter dans le cerveau, et après, tout se passe, quand tu fais ton Tianmung, ton dragon céleste, tout se passe avec ton dernier creuset qui est éthérique. C'est là que tu vas dans l'astral. Bon, 4, allez, 3 dans notre réalité. Un, quand tu commences à passer en supraconscience. Pourquoi les juifs kabbalistes ont 11 gradients? Ben, parce que peut-être ils ont eu envie vraiment de pinailler, quoi. De pinailler, ouais, je sais pas. D'autres en voient 7. 7 gradients. Je sais pas. Moi j'en vois 5. Pour te dire. Chacun y voit comme il veut. Moi je vois un plan hypnagogique, un plan céleste, un plan astral, ce que moi j'appelle la phase d'accélération, un plan multidimensionnel et un plan infrascopique. 5. D'autres vont en voir 7, 8, 10. Les juifs kabbalistes, c'est les plus forts, ils en voient 11. Pourquoi? Je sais pas. Chacun va épuiser un peu ce qu'il veut, chacun sa sensibilité. Tant qu'on arrive à l'objectif, c'est pareil. C'est le principal. Quand les gens te disent, par exemple, j'ai eu un contact avec un extraterrestre, ça m'est arrivé, avec des entités, ça m'est arrivé, mais ça ne se passe pas comme on a pour eux, enfin, ça me paraît bizarre. Et quand moi je suis allé vérifier dans les religions comment ça se passe pour les patriarches, je dis tiens, eux ça se passe comme moi. Donc eux, ils sont encore en hypnagogique. Quand tu fais, c'est que c'est arrivé certainement à Jean-Pierre Petit. Quand tu fais, c'est là des fois que moi j'arrive à faire la différence parce que tu les vois pas, les Merkabah. Oh, il n'y a pas marqué s'il vient, je sais pas, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Qu'est-ce qu'ils me parlent de Vega, des Pléiades et tout, mais ils sont fous. Quand tu es dans l'astral, et à un moment donné, tu vois 1, 2, 3, 4 Merkabah, tu les vois.
elles vont toutes dans la même direction, c'est-à-dire on tend vers l'inframonde. Ça se regroupe, on peut faire des grappes, on peut s'accoler, clac, 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 des grappes, on peut même faire des vaisseaux mers. Moi j'ai fait des réunions Mercabic, je sais pas, des millions, je peux pas, c'est inquantifiable, des millions, c'est vertigineux. Tu peux communiquer avec certains si tu as envie, mais c'est en fusionnant les Merkabas. C'est pas une discussion, je sais pas ce qu'il raconte là. Il parlait, il était bleu, il faisait 4 mètres de haut, l'autre il était petit, il était blanc. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, quand j'ai communiqué avec des entités, parce qu'ils appellent des entités ou des extraterrestres, tu l'appelles comme tu veux, c'est une fusion qui s'opère. C'est doucement, 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 tu vois les deux Merkabas qui commencent à se rapprocher. Ça fait comme ça, qu'à un moment donné, là l'intensité redouble, la vitesse redouble, tu n'en formes qu'une. Ah putain, mais là, tu as toutes les informations, c'est réciproque, elle reçoit toutes tes informations elle aussi. Hein. En 3-4 secondes, il y a une séparation après. Là, tu sais d'où il vient le gars, le méditant, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a traversé. Mais j'arrive pas à comprendre, eux, leur visualisation, qu'est-ce qu'elle est. Et là, tu parles de J'ai même pas méditant. envie d'en parler de ça parce que. Là, tu dis que c'est tout sur le méditant, mais si c'est un extraterrestre qui n'est pas du tout de notre galaxie, ou je sais pas, enfin, moi je sais pas si ça existe ou pas, mais j'ai tendance à le croire. Tendance à le croire. Si. Mais à ce moment-là, tu sais tout de L'univers entier est l'extraterrestre. habité. Tu sais tout de Ouais, l'extraterrestre. mais t'en ramènes rien. Et c'est ça le problème. Comment tu fais pour ne pas en ramener quelque chose? Puisque Jean-Pierre Petit, lui, dit qu'il a été enseigné par les extraterrestres et qu'il a mis en place dans la réalité terrestre. Parce que Jean-Pierre Petit est astrophysicien. Alors, je te donne un exemple. Moi, si je fais les communions intermercabiques, elles durent 2-3 secondes. C'est pas la peine d'être plus. Les informations sont téléchargées très très vite. Ça se sépare. Moi, j'en récupère ce que j'ai envie d'en récupérer. Je suis pas astrophysicien. Si lui, quand il fait un échange comme ça, d'un coup une équation qui lui apparaît, tout ça, ça il la ramène parce qu'il sait de quoi il parle. Moi, je suis pas astrophysicien. Si eux m'ont téléchargé des informations sur le monde quantique et tout, dans ma réalité, je ne sais pas de quoi ça parle, ça. Comment tu veux que je comprenne une information comme ça? Je ne la connais pas déjà, ma psyché ne la connaît pas. Lui, il en a récupéré ce qu'il connaît déjà sur notre réalité. S'il a une équation, qu'on lui file un truc, d'ailleurs, il dit qu'il a trouvé la MHD, comme ça, la magnéto-hydrodynamique, qui est utilisée par les Russes. Actuellement, ils arrivent à faire des torpilles qui vont à 2000 à l'heure sous l'eau. Mach 2, Mach 3. Des avions qui volent à 10 000 à l'heure. 11 000 km/h. C'est la MHD, la Depuis des années déjà. magnéto-hydrodynamique. Ouais, parce qu'il a mis le système au point dans les années 60 avec Sakharov, la MHD. Les Français ont tourné le dos à Jean-Pierre Petit. Le brevet a été racheté par les Soviétiques. Il a été volé par les Américains pendant la guerre froide. Et maintenant, les deux pays qui possèdent la technologie, c'est les Américains et les Russes. Lui, il est astrophysicien, le mec. Il a les capacités de comprendre quand il a un téléchargement comme ça d'informations. Moi, j'en récupère que du spirituel. J'ai pas les connaissances d'un mec comme Petit. Moi, je suis personne, moi. Moi, je vois des paysages qui connaissent le méditant. Je vois des formes de vie, comment ça se passe ailleurs. C'est des visualisations, des odeurs qu'il n'y a pas ici. Tu vois des fleurs ou des végétaux qu'il n'y a pas ici. Tu en ressens leur parfum, tu ressens les émotions. Il y a des êtres, au moins. C'est à travers des Merkabas d'êtres qui ne sont pas terrestres. Ouais, mais alors après, comment ils arrivent à savoir qu'ils sont de Vega, Pléiade et tout? Je ne sais rien. Peut-être justement, comme c'est leur sensibilité qu'ils veulent savoir et qu'ils sont branchés là-dedans, justement, ils téléchargent les bonnes infos qu'ils ont envie de savoir. Bah alors, moi je suis le couillon de base, hein, parce que moi j'en recharge que des sensations, du spirituel. Mais comme tu dis, voilà, chacun ça. Par contre, j'arrive à détecter quand c'est des humains. Maintenant, quand on fusionne, je sais si c'est des humains ou des gens d'ailleurs. Ça, je le sais parce que quand c'est des humains, les odeurs sont terrestres. Je vais sentir des odeurs de pommes, d'amandes, de gâteaux. Tu ressens un peu tout ce qu'il a vécu la personne, tu sais. Tu as des flashs où tu vois des images, c'est humain. Tu vois un peu la psyché Mais je le vois quand. Putain, déjà, il y en a qui ont un état de conscience dans l'univers, c'est des super Bouddhas. Tu fusionnes, putain, le mec d'un coup, tu prends un shoot. Qu'est-ce que c'est le mec avec qui je viens de fusionner là? C'est qui? D'où il sort celui-là?
putain, moi j'ai eu des chocs spirituels, tu te prends une claque psychologique dans la tête. Tu dis, putain, on est retardés, nous. Ouais, c'est ce que dit un peu Marco Byrne. Je veux dire, on est des civilisations attardées, quoi, parce que par rapport Ah, à ma lui, parole. lui, il dit qu'il a contact avec les extraterrestres, mais ça doit se faire peut-être comme toi, en échange de Merkaba. Et il se dit, on est vraiment des vers de terre, quoi, à Ma côté parole. de certains. Ma parole. On est des attardés parce que j'arrive, moi, à reconnaître quand c'est humain ou quand c'est extraterrestre, comme ça. Il y a des modes de fonctionnement de conscience qui nous dépassent. Et ouais, Moi, ouais. j'ai fusionné avec des êtres. Ouf. Alors déjà, leur Merkaba, laisse tomber l'envergure, les couleurs, la configuration, tout. J'avais peur au début même de fusionner parce que je me disais qu'est-ce que c'est. Au début je pensais que c'était ça, les archanges et tout. Je dis, putain, je vais passer à la censure, je vais me faire dégager de là, qu'est-ce que tu fais là, t'as pas le droit d'être là. Je faisais des paranoïes, tu sais, je dis, oh là, je ne m'approchais pas. Je voyais ça comme un censeur, quelque chose qui va m'engueuler, quoi, tu vois, qu'est-ce que tu fais là. Et puis quand tu fusionnes, t'as un shoot. Putain, tu te dis, oh là 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 là. Et là, tu vois des paysages, tu sens des odeurs qui n'existent pas ici, tu vois des choses qui n'existent pas ici, des émotions que tu ne ressens pas ici. Et là, c'est en phase, quoi, hypnagogique. Non, c'est dans ta Dans phase accélération. Parce que quand tu es dans l'infrascopique, là tu es dans l'Ain-Sof, il y a une seule substance. Là, tout le monde se fusionne avec cette substance. Là, tu n'y a plus de multiplicité, tu reviens à l'unicité. L'Ain-Sof, c'est l'unicité. Là, il n'y a plus de choses indifférenciées. C'est une seule chose. Et c'est l'Ain-Sof, c'est le Brahman. Point. Et quand ton véhicule céleste se dilue dans la matière dont il est composé, tu prends une goutte d'eau dans un dé à coude, tu prends ça comme ça, tu le verses dans l'eau. H2O, il est de partout. C'est pas la goutte d'eau, elle ne se retrouve pas là, elle est partout. H2O se recombine avec H2O. La goutte que tu viens de poser, elle rejoint déjà les bords de l'Atlantique, elle rejoint le Pacifique. Toutes les eaux sont interconnectées sur la planète. L'Ain-Sof est pareil. C'est-à-dire quand ta Merkaba elle se dissout dans l'Ain-Sof, elle fait partie de l'Ain-Sof parce qu'elle est de la substance de l'Ain-Sof. Tu te retrouves dans tous les endroits possibles et imaginables. Mais je serais content d'analyser comme certains. Quoi. On voit les Pléiades et tout. Les gens ne parlent pas notre langue. On a un mode de communication qui est rudimentaire quand tu vas dans l'astral. C'est par émotion, par flash visuel. Mais ils disent pas, comme certains, ils disent pas qu'ils ont des dialogues avec eux, ils disent qu'ils savent par télépathie ou par ce que tu veux, comme tu dis, par fusion. Alors peut-être ils sont déjà dans notre réalité des astrophysiciens ou des scientifiques ou des trucs comme ça. Non, certains, comme Denis Dorion par exemple. Ah ben alors moi je suis le dernier des crétins parce que moi j'en ramène pas autant de trucs que Bah, eux ils s'intéressent à ça, et comme ils n'ont pas vu le Brahman, ils n'ont pas été dans le Brahman ou dans une sauf, comme tu dis ça, ou la source, ils restent dans l'astral et ils décomposent tout ça, ils en apprennent alors peut-être ce qu'il y a dedans. Alors eux, s'ils tournent en boucle sur l'astral, bien évidemment, ils vont en apprendre beaucoup plus que moi sur l'astral, parce que maintenant, moi, l'astral, je le traverse. Oui. C'est un support pour moi pour atteindre l'infrascopique. J'ai appris depuis longtemps que plus tu t'attardes dans l'astral, au moins tu atteins l'infrascopique. Ben, eux, ils veulent sûrement avoir des informations dans l'astral pour les amener sur Terre, dans leur vie, informer les gens de ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a des entités, qu'il y a des ci, qu'il y a des là, quoi. Ils veulent s'en servir dans leur vie. Attention, quand tu arrives dans le Brahman, et c'est pareil, tu n'en ramènes rien, parce que moi, j'ai pas mon cerveau biologique, il n'est pas fait pour stocker autant de choses. Là, on rentre dans la substance de Dieu. Quand tu es dans l'infrascopique, tu comprends tout. Tant que tu es dans l'infrascopique, et à chaque fois, je me dis, putain, il faut que je ramène ça. Il faut que je ramène ça. Ben, je sais pas, tu as le vaccin contre le sida, tu as le vaccin contre le cancer, tu deviens le plus grand biologiste de la planète, tu deviens le plus grand tu deviens le plus grand astrophysicien, tu deviens tout. Et quand tu en reviens, mon cerveau il est pas capable. Moi, Tu ne retiens même rien, même pas des bribes, même pas de... Non, et c'est un grand malheur. Tu retiens déjà que tu savais tout. Je retiens que je savais tout. Le bon Dieu te permet d'être Dieu pendant quelques minutes. Ouais, c'est très curieux comme sensation. Et
Après, je me pose des questions, je me dis, le brahman, c'est bien, mais de toute manière, tout le monde y a droit. Quand on va mourir, Oui. on va Oui. direct au brahman. Oui. Donc, le savoir avant, c'est bien, c'est des expériences, et c'est génial, tout ça. Mais après, on vit dans ce monde. On est des terriens, on est dans la matière, donc il faut essayer de vivre cette vie le mieux possible, de la kiffer, de tout ce que tu veux. Donc, ceux qui arrivent à aller dans l'astral pour ramener des informations, pour vivre mieux leur réalité de terriens, c'est déjà vachement mieux, je trouve. Moi c'est mon cas. Moi, j'en ramène du spirituel. Voilà. Moi, j'en ramène que je me sens mieux, que ça m'a... Comme tous les humains, il y avait parfois des angoisses sur l'antéversus, qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est une angoisse de tous les humains, je pense, de dire putain, on va mourir. Alors, l'antéversus, c'est quoi pour toi? L'inframonde. L'inframonde. Ouais, c'est un autre nom. Par exemple, des gens comme Jean-Pierre Petit ou Guillemot, ils préfèrent dire l'antéversus. L'antéversus, ouais, c'est avec l'univers Janus, tout ça. L'univers Janus, la compensation de notre réalité s'appelle l'antéversus. Alors voilà, tu as les synonymes antéversus, Inframonde. l'inframonde. Voilà. C'est pareil. Brahman, Brahman, Ein-Sof, Ensof, Satori, Satori, Source. Moksha, Nirvana. Tout ça, c'est Nirvana, pareil. Source, tout ça c'est pareil. C'est pareil. Voilà, c'est Alors, tout, ça perturbe beaucoup certains de mes interlocuteurs. Et c'est pour ça que ma compagne me dit tu es incompréhensible. C'est-à-dire le fait de connaître dans chaque séquence du phénomène, d'avoir lu un peu chez les Hébreux, un peu chez les hindouistes, un peu chez les Japonais, j'arrive à permuter de langage, je change les idiomes, je vais utiliser un peu de l'hébreu, je vais utiliser un peu du sanskrit. Je suis persuadé dans ma tête que les gens ont fait les mêmes cheminements que moi et qui me comprennent parfaitement. Faux, ils ne comprennent rien à ce que je raconte. Bien sûr. Ah oui, c'est difficile de. On dit qui peut le plus, peut le moins, mais c'est difficile de simplifier au maximum, puisque tu as un vocabulaire qui justement t'amène à être précis. C'est dur d'être moins précis, d'être juste. En fait, il faudrait, je vais le faire, il faudrait que je fasse une classification. On va faire un lexite, on va faire une vidéo de lexite. On va mettre à droite la vulgarisation. Par exemple, pour parler de Brahman, on va, par consensus, on va adopter par exemple inframonde. Et puis on va plus bouger. Parce que si on commence à dire Ein-Sof, si on commence à dire Brahman, antéversus, inframonde, infrascopique, les gens ils vont rien comprendre, ils vont penser qu'on parle à chaque fois de quelque chose de différent. Oui, c'est clair. Alors on va essayer de trouver des mots sur chaque situation de l'expérience, et puis on va plus en bouger. Je vais éviter de faire mes permutations linguistiques comme je fais, parce que en fait ça embrouille plus le discours qu'autre chose. Ouais. Oui, c'est sûr. Et puis tous ceux qui regardent les vidéos, ils ne sont pas forcément très branchés religion ou très branchés science. Il faut vulgariser pour être compris le mieux possible, je pense. Bon, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ça sera une parmi plein d'autres vidéos. On aura quelques thèmes différents abordés à chaque fois. Et puis après, une discussion à bâton rompu, un peu de tout. Voilà, n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire, on y répondra comme on a fait pour celle-là. Et on vous dit à bientôt avec Jean-Paul.